présenter Antoine donc, et Camille. À vous. Merci. Donc, je vais démarrer. Donc, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce carrefour thématique. Je vais vous parler, moi, de surveillance de la biodiversité terrestre avec Camille. Et on va tout d'abord revenir sur les grands objectifs et les éléments de contexte par rapport à ce programme. Et Camille vous donnera quelques éléments par rapport à une des tâches qu'on appelle le tableau de bord. Et c'est surtout avec ce tableau de bord qu'il y aura du lien avec le SIB. Donc, le programme national de surveillance de la biodiversité terrestre, la surveillance de la biodiversité, c'est un besoin qui est déjà ancien puisqu'il est exprimé dans la directive Habitat Faune Flore de manière très laconique dans son article 11 où il est juste dit qu'il faut surveiller les espèces et les habitats d'intérêt communautaire, donc ceux qui sont listés aux annexes de la directive. Le sujet a été également un petit peu remis sur le devant de la scène dans le cadre d'un diagnostic que nous avions fait à l'UMS Patrinat. Effectivement, je m'aperçois qu'on ne s'est pas présenté. Camille et moi travaillons à l'UMS Patrinat. Et donc, dans ce diagnostic, on avait mis en évidence, parmi toutes les recommandations, les très nombreuses qu'il y avait dans ce document, deux d'entre elles que j'ai remises ici. Observer les tendances des principaux écosystèmes, des communautés d'espèces et des fonctions écologiques, et surveiller spécifiquement les espèces et les habitats qui sont concernés par des obligations de rapportage. Donc, pour cela, ça nécessite des suivis robustes et à long terme. Et ça a ensuite été remis de manière plus forte en matière de priorité dans le cadre du plan biodiversité, donc de juillet 2018, ça fait 2 ans et demi maintenant, et où il était dit que nous allons publier des indicateurs, mais en lien avec la mise en place d'un réseau de surveillance de la biodiversité sur le long terme. Voilà ce que dit l'action 70 du plan biodiversité. Ça, c'était quelques éléments rapides de contexte. Le programme de surveillance, si on le résume, en fait, on peut dire que c'est un dispositif qui est pensé comme un programme qui est pensé comme un dispositif qui se veut opérationnel, qui est aujourd'hui en phase de construction, donc il n'est pas encore opérationnel, mais il a vocation à l'être. Il est destiné à répondre aux questions qui sont posées par les politiques publiques et par la société en fournissant donc des informations fiables, actualisées pour suivre l'état de la biodiversité, en lien notamment avec ce qu'on appelle les pressions qui pèsent sur cette biodiversité, et ça doit permettre de contribuer à évaluer les efforts déployés pour améliorer l'état de la biodiversité en France. Le périmètre de ce programme, c'est toute la France métropolitaine, tous les outre-mer, et c'est tous les compartiments de biodiversité, que ce soit les habitats, la flore, la faune et les différentes dimensions de la biodiversité. Donc, c'est très large. On peut le résumer finalement comme une batterie de thermomètre de l'état de la biodiversité. L'idée, c'est de pouvoir poser, alimenter le débat, et donc de porter finalement les enjeux de biodiversité au même niveau que ne le sont aujourd'hui les enjeux climatiques. Aujourd'hui, on a à peu près approprié dans la société l'enjeu climatique. Ce n'est pas encore le cas vraiment de la biodiversité, donc il y a cette ambition-là. Il s'agit d'établir finalement un diagnostic qui soit le plus proche de la réalité possible, ce qui est indispensable pour finalement agir en matière de préservation de biodiversité, et de suivre ce diagnostic dans le temps. Donc il y a la dimension temporelle qui est essentielle, puisque c'est ce qui permettra aussi de réorienter éventuellement les actions. Donc, finalement, quelles sont les grandes questions auxquelles ce programme doit pouvoir répondre? Il doit pouvoir fournir une tendance nationale et par grands ensembles biogéographiques des différents éléments, compartiments de la biodiversité vus dans son ensemble. Et on peut décliner cette question pour les éléments de biodiversité qu'on va qualifier, qui représentent en fait un enjeu particulier. Donc, on retrouve ici les espèces, les habitats d'intérêt communautaire, ça peut être les espèces exotiques envahissantes. Dès qu'il y a un enjeu un peu plus particulier parce que c'est lié à une directive, c'est lié à un texte, ou parce que c'est lié à une pratique, etc., on peut être amené à faire des suivis plus précis. L'idée aussi, c'est de pouvoir constituer finalement, d'engranger un certain nombre de données qui pourront être mobilisées dans le futur, dans 10, 15, 20 ans, au-delà, pour répondre à des nouvelles questions qui émergeraient alors. Je prends l'exemple souvent à ce moment-là de ma présentation des données de l'inventaire forestier national. L'inventaire forestier national a été mis en place il y a maintenant plus de 50, 60 ans. Et aujourd'hui, donc on a des séries longues sur le long terme, et aujourd'hui, on est très content de pouvoir disposer de ces données pour les mobiliser justement par rapport à ces questions de biodiversité, de changement climatique
qui n'étaient pas sur la table au moment où l'inventaire forestier a été mis en place. Enfin, il s'agit de voir aussi, de faire le lien avec les pressions et les réponses qui vont structurer ces tendances observées. Est-ce que les tendances que l'on observe dans les espaces protégés sont les mêmes que dans le reste du territoire? Est-ce que ça va mieux ou pas dans les espaces protégés, par exemple? Ce genre de choses, ce genre de questions, on doit pouvoir y répondre grâce aux données collectées dans le cadre du programme de surveillance. J'ai mis ici en illustration quelques indicateurs. Vous voyez qu'un certain nombre sont issus de l'ONB, parce que l'ONB est un lieu privilégié, donc l'Observatoire national de la biodiversité est un lieu privilégié pour présenter les résultats, les indicateurs qui seront construits à partir des données recueillies dans le cadre du programme de surveillance. Le programme de surveillance, c'est bien un programme pour acquérir de la donnée. On est en amont du processus de la donnée. Et ça permet de faire des indicateurs qui, eux, vont être ensuite valorisés dans le cadre d'observatoires comme, par exemple, l'ONB. Vous l'avez compris, nous avons besoin de séries longues de biodiversité, de séries longues d'observation. Si j'essaye de résumer rapidement le cadre conceptuel dans lequel nous nous plaçons, donc on peut suivre des éléments à enjeux particuliers, je les ai évoqués, on peut suivre la biodiversité dans son ensemble, à la fois sur les habitats et les écosystèmes, comme ici une très largement répandue, ou des éléments forestiers un petit peu plus localisés comme cette junipéraie dans les Alpes du Sud. On peut le faire aussi sur la dimension d'espèces et de leur population, donc à chaque fois sur les éléments plus communs ou les éléments plus rares, et bien sûr tout ce qui est en interaction, c'est-à-dire le suivi des communautés des espèces et les indicateurs de trait de vie, etc. Face à cela, comment on procède? On va pouvoir travailler avec des approches statistiques différentes, parce que selon ce qu'on va vouloir observer, on ne va pas avoir le recours aux mêmes outils. Pour observer quelque chose de rare, on a besoin d'avoir un échantillonnage qui est souvent très ciblé, parce que les approches à large échelle qu'on va mettre en œuvre plutôt pour un suivi de la biodiversité dans son ensemble ne permettront statistiquement pas de récupérer suffisamment de points d'échantillon pour les éléments plus rares. Ça, c'est vraiment ce qui va constituer le cœur de surveillance, c'est-à-dire les données protocolées qui sont recueillies grâce à un protocole cadré et défini. À côté de ça, il y a tout un panel de données qui ne sont pas protocolées, qu'on va appeler des données opportunistes, qui sont un petit peu en périphérie, en marge, mais qui peuvent aussi venir compléter les données de surveillance protocolées. En termes de calendrier, on est, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, en phase de conception du programme. C'est une période de 3 ans, donc on est à peu près au milieu de cette phase de conception. Donc pour cela, on s'appuie sur des groupes de travail thématiques. Et l'enjeu de cette phase de conception, c'est de mieux cerner le périmètre de cette surveillance, c'est de bien sûr la co-construire, c'est-à-dire la co-organiser avec les acteurs, les parties prenantes. Et donc pour ça, on a des groupes de travail. Et à terme de cette phase de conception, on va rédiger, publier ce qu'on appelle un schéma directeur de la surveillance de la biodiversité terrestre, dont la version aboutie est prévue pour début 2023, et c'est ce qui lancera de manière opérationnelle le programme. Et dans ce schéma de directeur, son enjeu, c'est de fixer, donc de définir ce périmètre, de fixer la gouvernance, donc finalement de fournir un cadre général cohérent à l'ensemble des dispositifs de collecte de données qui vont permettre d'assurer cette surveillance. Or, c'est des dispositifs qui peuvent déjà exister ou des dispositifs qui seraient à créer. Et bien sûr, on précisera les moyens associés. Et du coup, on va travailler jusque ce schéma directeur par des approches de scénarios successifs qui auront à la fois un volet technique et un volet financier. Et bien sûr, ensuite, on aura donc le déploiement du programme. La première étape, c'est donc de réaliser un état des lieux de la surveillance de la biodiversité terrestre, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord, et donc je vais passer la parole à ma collègue Camille. Merci Antoine. Effectivement, ce qu'a présenté Antoine, c'est que l'objet du programme de surveillance, c'est de constituer un système d'observation qui permette d'organiser cette collecte des données. Et donc pour ça, on sait qu'il existe déjà un certain nombre de dispositifs, de programmes de suivi qui fournissent des données qui sont capables d'alimenter les indicateurs qu'on vise dans la surveillance nationale. Donc on ne part pas de rien, il existe déjà un certain nombre de dispositifs. Donc vous voyez là, on a une petite définition, ce qu'on appelle dispositif dans ce cadre-là, c'est un programme de collecte, donc c'est un plan d'échantillonnage et un réseau d'acteurs qui participent à la collecte des données de biodiversité. Et donc, ce dont on a besoin, c'est d'établir un état des lieux de ces dispositifs et des réseaux de suivi qui existent.
Donc, l'objectif, c'est d'identifier et de décrire ces dispositifs de façon détaillée, notamment pour en évaluer le cadre scientifique, pour en estimer les coûts, et en croisant les dispositifs existants et leur périmètre d'application et leurs résultats, de pouvoir identifier les lacunes en termes de surveillance. Donc, les programmes qui seraient à développer, à renforcer ou à mettre en place. Donc, pour répondre à ça, on a mis en place un système qui nous permet de bancariser ces informations sur les dispositifs dans ce qu'on a appelé ici un tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est cet outil et les informations qu'il permet de rassembler, ça constitue en fait des séries de métadonnées sur les dispositifs de suivi. Donc, ça implique aussi de mobiliser toutes les métadonnées qui sont déjà disponibles sur ces programmes. Donc, on peut regrouper les informations pour décrire et analyser ces dispositifs dans des catégories qui sont les boîtes bleues que vous voyez sur la présentation, qui sont assez classiques dans des démarches de description de métadonnées sur des programmes. Identifier le programme, les acteurs qui y participent et les financements, le cadre scientifique et les protocoles de terrain qui sont utilisés, les résultats, et on y reviendra, les analyses de données qui sont produites et les moyens d'accéder aux données brutes ou synthétiques. Donc, dans le tableau de bord, on a souhaité développer certains volets par rapport aux métadonnées qui existent déjà notamment, justement pour permettre d'analyser ensuite la complémentarité et les lacunes entre ces dispositifs. Donc, notamment, par exemple, c'est les flèches qui sont en bas, pour élaborer des scénarios technico-économiques et puis aussi avoir une idée de la pérennité des dispositifs dans un contexte de collecte de données à long terme. On a besoin d'éléments très précis sur les coûts qui sont portés par les programmes, sur l'organisation des financements, sur la répartition des budgets. Donc, c'est un volet qui est détaillé dans le tableau de bord. De la même manière, on a besoin d'éléments détaillés sur le plan d'échantillonnage, sur les objectifs scientifiques qui sont visés, les analyses statistiques des données qui sont produites, la façon dont ces analyses sont conduites, pour caractériser les limites d'utilisation des jeux de données produits et leurs forces et leurs spécificités. Et puis, donc, ce qu'on disait, pour avoir cette possibilité de faire une analyse croisée entre les dispositifs et de savoir à quelles questions chacun d'entre eux permet de répondre et à quel angle de la surveillance il permet d'apporter des informations, on a besoin d'une caractérisation très détaillée des séries de résultats qui sont produits, de leur qualité scientifique, de leur périmètre temporel et géographique de validité. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans la partie résultats, notamment en lien avec le concept de variable essentielle de diversité. C'est vrai ou pas? Il y a un micro qui est ouvert, ouais. Je ne sais pas qui c'est, il y a un micro qui est ouvert, si c'est possible de fermer mon micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce que je vous disais, la collecte de métadonnées sur des dispositifs, c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres systèmes, notamment dans le système d'information d'inventaire sur le patrimoine naturel, donc dans le SINP. Et donc, une brique élémentaire qui permet d'alimenter notre tableau de bord, c'est de réutiliser les métadonnées qui sont partagées dans le cadre du SINP au niveau des cadres d'acquisition et des métacadres d'acquisition, qui correspondent à peu près à nos programmes de collecte, à nos dispositifs. Et puis au niveau des jeux de données, qui caractérisent plus dans le détail les données, les jeux de données qui sont produites. Donc, ça nous permet d'initialiser le tableau de bord avec ces informations-là et de les réutiliser. D'autre part, on appuie aussi cette description des dispositifs sur la mobilisation des référentiels existants et donc des référentiels du SINP, que ce soit pour caractériser les acteurs du programme à travers le référentiel des organismes, pour décrire et s'appuyer sur une description des protocoles et des méthodes de terrain à travers le référentiel Campanule, ou des espèces et habitats qui sont concernés par les dispositifs avec les référentiels taxonomiques TaxRef et des habitats à bref. Donc, ça permet de s'appuyer sur des informations standardisées et de mobiliser les métadonnées qui sont déjà produites pour éviter de ressaisir des informations. Mais à l'inverse, ça permettra aussi de compléter ces métadonnées qui sont collectées par ailleurs dans le cadre du SINP avec des informations qu'on approfondit dans ce tableau de bord, comme je vous avais dit au début. Donc, ce tableau de bord, c'est un outil pour la mise en place du programme. Et donc, actuellement, il est en phase de remplissage par l'équipe projet avec les porteurs des dispositifs, donc lorsque c'est nécessaire justement sur ces informations approfondies.
Et un point intéressant, c'est qu'il permet aussi de renseigner des besoins en lien avec certaines politiques publiques ou certaines évaluations. Donc, si on prend l'exemple des programmes comme les listes rouges ou comme les rapportages au titre des directives Habitat et Oiseaux, on peut renseigner les besoins et les paramètres et les données qui sont nécessaires pour conduire ces évaluations, pour appliquer la méthode d'évaluation des listes rouges. Par exemple, on a besoin de l'aire de répartition, de l'évolution des abondances des espèces. Donc, on peut identifier les variables essentielles de biodiversité qui sont nécessaires pour répondre à ces évaluations et les croiser avec les dispositifs qui sont renseignés dans le tableau de bord pour voir quels dispositifs peuvent permettre d'y répondre. Donc, on fait comme ça un premier bilan sur la surveillance de la biodiversité terrestre à partir de l'analyse de l'existant. Et au regard des besoins, on peut aller vers une identification des lacunes, des besoins de pérennisation et de développement de programmes existants ou de développement de nouveaux dispositifs pour combler ces lacunes et répondre aux enjeux du programme de surveillance. Donc, on l'a déjà vu dans la présentation, et notamment dans le cadre du tableau de bord, le programme de surveillance s'appuie sur des référentiels qui interviennent dans le cadre d'un SI métier du SIB avec la description des dispositifs et les référentiels du SINP. Par ailleurs, dans le cadre du recueil des données de surveillance au sein des programmes, ces référentiels et les standards de données nécessaires seront également mobilisés, donc les référentiels taxonomiques, habitat, mais aussi géographiques, des aires protégées, etc. D'autre part, avec le SIB, on peut aller vers une meilleure prise en compte des liens état-pression-réponse dans le cadre de ce programme de surveillance, donc notamment en identifiant des données de pression et de réponse qui sont existantes dans les SI métiers et la manière d'y accéder, leur accessibilité pour qu'ils puissent être utilisés et croisés avec les données qui seront collectées. Je me permets de te couper, Camille, parce que tu as presque écoulé le temps prévu. Bon, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais si tu peux terminer rapidement. Ça marche, on est sur la fin, il n'y a pas de souci, merci. Donc du coup, je vais passer rapidement sur ce point-là, on l'a déjà vu, mais donc la remontée des données des programmes au-delà des dispositifs existants pour les nouveaux, elle s'articulera nécessairement dans le cadre du SINP et organisée entre les plateformes régionales et nationales. Et puis, un dernier point qui fait écho à ce qui a été présenté par Amélie Lemieux ce matin sur l'ONB. En fait, on a un lien qui est assez fort avec l'Observatoire national de la biodiversité, qui a une position en aval du cycle de la donnée qui permettra de valoriser les données de surveillance, notamment par la diffusion d'indicateurs qui seront fondés sur ces données et qui existent déjà pour certains, mais aussi avec un rôle de possible rétroaction sur le programme de surveillance en exprimant des besoins en matière de surveillance. Et donc, la présentation d'Amélie ce matin sur les lacunes et les besoins d'indicateurs faisait bien écho à ça. Donc, c'est un autre lien qui sera développé. Donc, voilà, on en a fini pour la partie présentation. Merci à tous. Et puis, on va passer à la phase de questions. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, c'était très intéressant et très, très riche, j'avoue. C'était un petit peu difficile à la fois d'être dans l'écoute de toutes ces informations et puis dans la surveillance du temps et que tout se passe bien. Alors, il y a une première question donc, sur la mise en place de l'outil Campanule. Donc, je ne sais pas si c'est lié à... Oui, à ce plan national, effectivement, toutes les méthodes utilisées. Donc, c'est toi qui réponds? Oui, c'est ça, je vais répondre parce que c'est en partie moi qui m'occupe de ce référentiel Campanule. Donc effectivement, on l'a évoqué dans la partie utilisation des référentiels existants. Le référentiel Campanule, c'est un référentiel des protocoles, méthodes et techniques qui sont utilisés pour l'acquisition de données naturalistes en France. Et donc, il est en cours de construction. Et depuis plusieurs années, donc pour un certain nombre d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler il y a longtemps et vous êtes probablement impatients de voir la suite. Et en fait, l'idée, c'est que la mise en place du programme de surveillance, elle permet aussi de dynamiser ça et de pouvoir remettre du temps sur le développement du référentiel Campanule. Donc, il est toujours en cours et il sera accessible et complètement diffusé à partir de cette année. Actuellement, il est déjà utilisé pour la partie protocole dans la description des jeux de données du SINP. Donc, en fait, dans la plateforme de saisie des métadonnées du SINP, on peut déjà saisir une partie des protocoles. C'est une version intermédiaire, donc qui n'est pas du tout complète, évidemment, mais qui permet
d'avoir déjà un premier niveau de description, qui n'empêche pas de décrire des protocoles de manière plus détaillée dans la saisie des métadonnées. Et donc, par la suite, lorsque le référentiel sera diffusé, la base de données sera diffusée dans son intégralité, cette partie-là sera complétée et du coup, elle sera utilisée aussi dans le programme de surveillance. Et donc, du coup, je profite pour enchaîner sur la question de Anne Vivier sur le référentiel du CARET, puisque ça reste lié, comme ça je garde la parole là-dessus. Comme l'a présenté Thomas ce matin, le CARET, c'est l'outil de construction du référentiel technique du SIB, donc qui permettra de mettre en relation les référentiels existants et d'en développer de nouveaux lorsque c'est nécessaire pour appuyer le SIB. Et donc, Campanule, il est identifié comme un de ces référentiels qui existent et qui seront à développer. Pour autant, dans d'autres systèmes d'information, il peut exister d'autres référentiels sur les protocoles ou sur les techniques. Et donc, le but, c'est de mettre tout ça en cohérence. Donc, ce que fera le CARET, c'est qu'il permettra de faire évoluer les référentiels, et Campanule, ce sera le cas, pour les mettre en cohérence ou pour, lorsque c'est nécessaire, faire des relations entre d'autres référentiels pour que ça puisse ensuite mobiliser en cohérence automatiquement. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, mais c'est encore en construction. Effectivement, le CARET est encore en construction d'après ce qu'on a vu ce matin, donc c'est un petit peu difficile de se prononcer, je pense, aujourd'hui. Thomas aurait peut-être les idées plus claires, mais c'est le tout début. Donc il y a une question sinon sur les données opportunistes, sur la façon de les intégrer au dispositif. Donc Antoine, peut-être. Oui, je vais répondre. Donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, hein, le cœur de la surveillance, du programme de surveillance, ce sont les données protocolées. Donc on n'inclut pas, nous, à ce stade, les données opportunistes en tant que telles. Par contre, ce qu'un certain nombre d'études relativement récentes ont montré, c'est que les données opportunistes, quand on les analyse d'un point de vue statistique, en les combinant avec des données issues de dispositifs protocolés, on augmente un peu la puissance d'informations qu'on peut avoir quand on les prend les unes ou les autres séparément. Donc en fait, l'enjeu, il va être plutôt dans une phase peut-être en amont de celle de la construction des indicateurs, qui est de voir comment dans la construction des indicateurs on peut agréger les deux types de données, sachant que ça reste encore dans le champ aujourd'hui de la recherche, parce que ce n'est pas si simple d'agréger des données protocolées qui ont une certaine homogénéité avec des données opportunistes qui ont une très forte hétérogénéité. Et donc, c'est encore un champ de recherche aujourd'hui, mais qui se précise. Donc, en tout cas, nous, notre cœur de programme, c'est bien de mettre en place, de pérenniser des dispositifs protocolés. C'est quand même ça le cœur. Merci. Alors, la question suivante de Valentin Letellier, donc des Halles Réunion, sur donc les SINP régionaux et la surveillance nationale. Donc, comment les régions sont-elles associées à la stratégie, donc, ou au moins informées? Est-ce que des stratégies donc d'acquisition de connaissances existent déjà ou sont en conception? Alors, Et donc, il serait dommage de concevoir un dispositif national sans tenir compte des expertises locales, de l'expression des besoins émis en région. Alors, tout à fait. Donc, sur le lien avec les régions, il est encore à construire. Enfin, il est en cours de construction et d'échange. On a prévu sur 2021, justement, de mettre en place la co-construction avec les partenaires régionaux. C'est encore à organiser. On a quand même, dans certains groupes de travail en amont, là, sur 2020, eu des personnes qui étaient en région, notamment en interne. On a un groupe interne OFB, mais l'OFB a des services régionaux. Et donc, on a déjà un premier retour par nos collègues de l'OFB en région. Et dans certaines, il y a aussi des premiers retours à l'occasion de présentations que j'ai pu commencer à faire dans la région. Alors, on a initié une première présentation suite à une invitation de leur part, donc en Normandie.
où j'ai présenté ça. On a pu avoir les premiers échanges. Et c'est sur 2021 qu'on envisage donc de généraliser un petit peu les échanges avec les territoires d'une manière générale. Il faut encore qu'on voit comment on va s'organiser parce qu'en région, il y a beaucoup d'acteurs. Ça devrait passer, mais c'est encore conditionnel ce que je dis là, via les ORB et les ARB, en fait, pour les régions où il y en a, ou des structures équivalentes dans les régions où il n'y aurait pas d'ARB. Mais ça reste encore à mettre en œuvre là, sur 2021 de manière plus concrète. Mais c'est prévu. Merci beaucoup. Alors là, donc comment arbitrerez-vous, donc question de Luc Mauchamp, entre un suivi neutre sans question préalable pour identifier les événements imprévus ou masqués, donc effectivement chercher sous le lampadaire comme on dit habituellement, et 2, les suivis ciblés, donc sur des questions plus précises, suivis distincts. Je reconnais bien là les questions de Luc. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas répondre à toutes les questions, donc ça c'est très clair. L'enjeu de la surveillance, ça reste quand même un programme qui a une vision assez large, donc on ne cherche pas à répondre à des questions précises en tant que telles. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une question précise? C'est dans le diable que se cachent les détails. Et effectivement, je disais tout à l'heure, être capable de fournir, de savoir si une tendance est différente au sein par exemple, du réseau Natura 2000 par rapport à ce qui se passe dans le reste du territoire, est-ce que ça, c'est déjà une question précise ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, le système de surveillance, il a vocation à aller jusqu'à ce grain-là, normalement, au moins sur ce grain-là, mais il n'a pas vocation à répondre à des questions précises de recherche, à répondre à des questions de causalité, etc. Donc, on est quand même plutôt sur des questions. Donc, l'arbitrage est quand même plutôt dans le sens de questions plutôt généralistes. On observe sous le lampadaire, pour reprendre le terme dans la question de Luc. Mais ce n'est pas un arbitrage facile parce qu'effectivement, si on ne précise pas assez la question, on risque de rester un peu dans le flou. Et en même temps, si on veut pouvoir répondre à des questions émergentes dans le futur, c'était un des points que j'ai évoqués, si on est trop précis, on ne répondra jamais aux questions émergentes dans le futur. Donc, il faut trouver le bon grain et on aura un groupe normalement statistique qui devrait se mettre en place cette année, un groupe de travail autour des questions stats pour essayer et des groupes thématiques. Donc des groupes sur la faune, sur la flore, sur les habitats ouverts, les habitats forestiers, dans lesquels ces questions-là seront discutées. Très bien. Il nous reste 2 minutes. Une question sur le lien entre la stratégie de surveillance et les modalités de subvention MTE. Je ne sais pas si c'est prévu à ce stade-là. En fait, comment ça va être financé, quoi? Donc, à ce stade, je ne peux pas répondre à la place du ministère sur leur unité de subvention. Par contre, on est en échange direct avec les collègues du ministère. Ils sont dans notre comité de pilotage, dans nos groupes de suivi. Et comme je l'ai précisé dans ma présentation, on va travailler sous forme de scénarios qui sont à la fois avec un volet économique et un volet technique. Donc, en gros, quand on va vouloir dimensionner tel dispositif avec tant de points d'échantillonnage dans telle région, avec telle ambition géographique, tel groupe ambition taxonomique, etc. Derrière, on va chiffrer ce que ça coûte et on aura comme ça un scénario complet. Ça ne règle pas la question du financement de ce scénario, mais ça permet de savoir au moment de l'arbitrage entre les différents scénarios vers lequel on va et quelle est l'enveloppe qu'on va devoir financer. Après, à ce stade, c'est encore prématuré pour dire comment vont être fléchées en 2023 les subventions du ministère par rapport à ce programme de surveillance. Ce qui est certain, c'est que c'est un programme phare qui est porté par le ministère, qui est porté par l'OFB, qui est dans le plan biodiversité. Donc, les dispositifs qui apparaîtront comme dans le cœur du programme à travers le schéma directeur, ce sont des dispositifs qui ont vocation à être pérennisés et à drainer un certain nombre de financements, ça c'est certain. Alors justement, sur la liste des dispositifs qui vont faire partie donc, du programme, il y a une question donc, de Pierre Clavel.
j'arrive plus à lire, sur les observatoires, la présence des observatoires régionaux tels que Faune, Languedoc-Roussillon, est-ce qu'ils font bien partie du programme? En l'état, je réponds ni oui ni non. Ça va dépendre de… Vous avez compris à travers ma présentation les critères qui feront qu'on sera ou pas dans le cœur de la surveillance, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des dispositifs protocolés. Donc, si je prends un exemple, le suivi international des oiseaux hivernants à la mi-janvier, là, ça, c'est protocolé, etc. Donc, c'est potentiellement dans ce qui en tout cas dans la base de discussion. Le programme STOP, suivi temporel des oiseaux communs, sont des dispositifs protocolés. Donc, ça peut être des dispositifs de sciences participatives, ça peut être des dispositifs professionnels, peu importe. Mais il faut que ce soit protocolé. Par contre, des données qui sont recueillies de manière opportuniste, sans structuration d'un programme particulier, et qui peuvent être capitalisées dans des bases de données, etc., ça, en tant que tel, la base de données, ce n'est pas un programme et ce n'est pas quelque chose de protocole. Donc, c'est ce genre de choses qu'il va falloir qu'on regarde de manière plus fine, et le tableau de bord va nous y aider. Mais on n'intègre pas les bases de données, on parle bien du dispositif. Très bien. Alors, une question de Juliette Linossier sur l'intégration de données issues de nouveaux suivis protocolés. Ah oui, sur des nouvelles méthodes telles que la bioacoustique. Ça, c'est très intéressant. Donc, vu qu'on n'avait que 15 minutes, je vous ai fait une présentation un peu courte des éléments de contexte, mais j'ai d'autres versions de la présentation qui sont un peu pour des versions plus longues, dans lesquelles j'aborde ces points-là. Et donc, notamment, en fait, d'une manière générale, les nouvelles technologies, que ce soit celles qui soient fondées sur l'analyse ADN environnemental, métabarconique, que ce soit sur la bioacoustique, l'écoacoustique également, qui est une variante de la bioacoustique, que ce soit sur les caméras trappe, piège photo, etc. Toutes ces technologies-là ont un fort potentiel de déploiement à large échelle en matière de surveillance. Donc, on les regarde de près. Aujourd'hui, on investit dans des programmes de R&D autour de ces questions-là pour nous aider à faire avancer notre réflexion, parce que c'est des problématiques qui sont plus ou moins émergentes. Et on n'a pas une réponse aujourd'hui clé en main, mais en tout cas, on a bien une volonté de pouvoir nous appuyer, lorsque c'est pertinent et possible, sur ces technologies. Donc, elles sont dans notre spectre de ce qu'on regarde, oui. Oui, parce que je suppose qu'on n'en est pas encore à intégrer, à savoir comment on va intégrer les données. C'est surtout la capacité à intégrer le dispositif qui est en cours de… C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut regarder quelles sont les modalités pratiques, opérationnelles qui permettraient de déployer à large échelle, dans un cadre d'un programme large, ce type de dispositif. Ensuite, l'analyse des données, c'est une deuxième phase qu'il faut regarder aussi, bien sûr. Mais là, on est déjà à voir comment on peut mettre en place ces méthodes. Bon, est-ce qu'il reste une dernière question ou sinon on va stopper la session pour préparer donc la deuxième partie. Je ne vois pas de main levée, donc je ne sais pas s'il y avait la possibilité de lever la main sur cet outil là, comme je… Et je vois qu'il y a une dernière question de Luc, je ne sais pas si on a le temps de la prendre. Ah, oui, c'est bon. On a encore une minute. Le lien avec l'international, donc on y travaille également, puisque nous sommes impliqués dans ce qu'on appelle le programme Biodiversa. En fait, au niveau européen, il va y avoir une nouvelle phase de programmation en termes notamment de recherche jusqu'en 2027. Donc, le programme est en cours de montage, il n'est pas encore opérationnel, mais il y aura tout un volet monitoring à l'échelle européenne dans ce futur programme européen, et nous en ferons partie. Donc, le lien va être assuré en partie par ce biais-là.
Nous avons également du lien, on regarde ce qui se passe dans Europa Bon, qui est un programme encore pour 2-3 ans. Il y a des choses aussi en lien au niveau international sur l'ADN. Je parlais des nouvelles technologies tout à l'heure. Dans le cadre de IBOL, International Barcode of Life, Bioscan, c'est des choses qu'on va suivre aussi. D'accord. Donc, j'ai toujours pas de consigne pour retourner en plénière. Donc, je vois qu'il y avait une autre question en fait sur le croisement des données qui peut faciliter les autorisations. Donc, je sais pas trop de quelles autorisations il s'agit. C'est par rapport aux études d'impact. Est-ce que Emmanuel, tu peux préciser? Je la vois pas, cette question. Alors, c'est À quelle heure? 14h53. 53. Étude d'impact, c'est bien ça, oui. Donc, je suppose que c'est bien effectivement l'idée de participer aux analyses d'études Honnêtement, je d'impact. ne saurais pas répondre Mais à la question parce qu'en fait, nous, on va récupérer des données qui… Tout va dépendre en fait, je pense que l'usage des données qui sont recueillies dans les dispositifs peut être multiple. De là à dire que c'est les données de surveillance qui permettront les autorisations, je ne le dirais pas, mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elle est capitalisée dans l'INPN et dans les bases, ensuite ces données-là, elles ont aussi leur propre vie. Elles servent à la surveillance, mais comme aujourd'hui, une donnée recueillie dans le cadre du stock ou autre, une fois qu'elle est intégrée dans nos outils, dans nos bases de données du système d'information, elles sont à disposition en fait voilà. pour les autres usages. Donc, je pense que oui, il y aura probablement… après, je ne sais pas exactement ce qui est recouvert derrière la question, mais en tant que tel, la surveillance, il n'y a pas de lien direct entre surveillance et autorisation. La surveillance, c'est un thermomètre. C'est un thermomètre pour ensuite planifier l'action. Mais ça n'a pas vocation à avoir une dimension réglementaire. Voilà, Aurélien, c'est à toi. Donc, alors, le projet d'interopérabilité des données sur les cartographies d'habitat benthique, c'est un projet qui a été plus ou moins lancé, surtout avec le Life Mara. Donc, je vous fais une petite présentation. Le Life Mara, c'est pour Marine Habitat. C'est un Life intégré qui concerne uniquement les habitats benthiques marins. C'est un life intégré, c'est d'abord dédié à Natura 2000 DHFF, où l'objectif est d'améliorer l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire marins, en plus les lagunes, car les lagunes ne sont pas marins selon Natura 2000. Et pour cela, en fait, pendant 8 ans, l'OFB est en charge d'un life intégré afin de… Intégré, pourquoi? Parce qu'il doit aussi aider s'intégrer dans les directives cadres qui sont milieu marin et de l'eau. Et pour cela, on a donc 14 partenaires. 7 d'entre eux, dont l'OFB qui gère ce life, sont des partenaires nationaux qui gèrent certaines actions au niveau national. Et on a en plus des partenaires régionaux qui sont majoritairement des gestionnaires de sites Natura 2000 qu'on peut voir sur la carte actuelle. L'objectif de ce life, l'objectif de ce life, en fait, c'est d'aider la politique Natura 2000 en mer à partir de 3 principales actions qui sont évaluées, évidemment, les habitats, améliorer et élaborer des outils et agir concrètement sur le terrain. Donc, moi, en tant que gestionnaire de données de ce life, la première problématique que j'ai eue, c'était de gérer des données cartographiques, dont SIG. Donc, des données d'habitat de benthique, donc toute espèce vivant fixée ou non sur le substrat. Et il faut savoir que ça, c'est des cartes que j'avais réalisées au début du live pour savoir en fait qu'est-ce qu'on a comme données. Et ça paraît pas, mais en fait, sur ces cartes-là, il y a un gros mélange parce qu'il y a à la fois de la modélisation, à la fois de l'acquisition de terrain, et on venait justement d'en parler tout à l'heure, c'est que des mélanges comme ça, il faut les prendre avec des pincettes et c'est pas simple de les utiliser. Donc, l'objectif de ce projet, c'est donc tout simplement copier ce qui est écrit sur les schémas nationaux des systèmes fédérateurs, c'est d'assurer la qualité, la cohérence, le partage, l'analyse et aussi la valorisation et la diffusion des données d'habitat benthique. Donc, une fois que cela est dit, ça paraît simple, mais faut savoir qu'on a, qu'avec le Life, on a 4 principales
problématique, c'est déjà d'utiliser des données open data, ce qui n'est pas forcément si simple de savoir si c'est open data ou non. D'avoir une gestion des échelles géographiques, car on essaye d'évaluer les habitats à l'échelle de sites Natura 2000, qui peuvent être plus ou moins grands pour chaque site. Et aussi, il y a une évaluation à l'échelle biogéographique. Donc, finalement, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser des données pour différentes échelles, qu'elles soient petites ou grandes. Être aussi capable d'avoir de l'actualisation, car tous les ans, généralement, il y a 2-3 cartes qui sont produites par l'OFB. Et en plus, bientôt, on aura justement l'accès aux cartographies d'habitat des études d'impact. Et concernant le LIFE, on avait décidé d'utiliser ce qui existe, que ce soit des portails, des bases de données, d'essayer de faire le moins possible de nouvelles bases, de nouveaux portails. Et en fait, c'est justement l'objectif du LIFE, c'est d'aider à la conservation, donc aussi d'aider les outils qui existent déjà. Par rapport aux besoins, il faut savoir que les principaux besoins auxquels on doit répondre, c'est donc les directives, je l'ai déjà dit, la localisation des enjeux et l'aide à la gestion pour savoir où sont les principaux habitats prioritaires et où sont les principales données qui sont insuffisantes. Être une aide au réseau de surveillance, en marin en tout cas, et aussi d'autres enjeux comme la protection des habitats, évidemment, et la mise en œuvre de séquences ERC, ça nous concerne moins, mais indirectement, on est assez liés. Et la principale problématique qui s'est posée par rapport à ce projet, c'est qu'on est à cheval entre 2 systèmes fédérateurs. Alors, ce n'est pas non plus une grande problématique, c'est quelque chose de naturel, en fait. À mon avis, beaucoup de projets sont entre les deux. Et donc, c'est principalement le SIB et le SIMM pour le milieu marin. Et qui dit 2 systèmes fédérateurs, dit forcément une meilleure communication entre ces 2 systèmes fédérateurs et comment gérer plus ou moins les données qui sont plutôt milieu marin et plutôt biodiversité. Pour synthétiser un petit peu les besoins, généralement, ce dont on avait à chaque fois, c'est les besoins de localisation des habitats et de gestion des surfaces, car à chaque fois, on nous demande quel est le pourcentage de surface dans tel ou tel site Natura 2000 à telle ou telle typologie ou tel habitat, parce qu'il peut y avoir des habitats comme des champs de blocs qui sont des galets avec des algues par-dessus, ne sont pas distingués dans certaines typologies ou d'autres. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de gérer des habitats, de gérer des surfaces et de gérer des typologies et d'essayer de proposer une réponse où finalement, avec ces 3 cycles qui ont été définis, ça explique tout simplement à quel point il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Et pour en fait pour avoir une meilleure visualisation de ces résultats, l'objectif est tout simplement d'avoir une meilleure compréhension de la fiabilité des cartographies et donc de gérer les protocoles, les méthodes et de comprendre un peu mieux les données brutes si elles sont actualisées, si elles sont, comment elles sont analysées. Et ça veut dire qu'on a ces 2 piliers un petit peu, la gestion structurelle, habitat, typologie et surface, et la gestion technique, méthodologie, qui sont d'acquérir des données de terrain et les modélisations qui ont été faites après. Pour faire je propose de faire un petit exemple pour vous montrer un peu quels sont les types d'habitats, les types de cartographie d'habitat que l'on a en milieu marin. Donc là, j'ai pas mis de nom, désolé, c'est à côté de Paimpol, là on a l'île de Bréa. C'est le site Natura 2000 du Trégor Goëlo. Et dans ce site Natura 2000, il faut savoir que j'ai 4 programmes de cartographie. Donc, ce n'est pas des méthodes, ce sont bien des programmes. En vert et en orange, on a les 2 protocoles Rebint. On a le Rebint interdidal pour l'estran et le Rebint subtidal pour tout ce qui est sous l'eau. En bleu, on a Cartam qui a été réalisé en 2010. Rebint de mémoire, c'est 2007-2008. Et en rouge, les gestionnaires ont décidé d'avoir une meilleure connaissance des herbiers de zoster, donc d'un seul habitat précis. Donc en rouge, finalement, c'est une donnée de 2019 qui est assez actualisée. Mais finalement, quand on mélange ces cartes, parce que finalement, on arrive à faire des micmacs pour présenter tous les habitats qui sont présents actuellement, ou en tout cas mieux connus dans le site Natura 2000, on en arrive à cumuler ces 4 programmes. Et déjà là, on voit qu'il y a un biais dans la présentation des habitats. On aura forcément les herbiers qui sont beaucoup plus précis que les autres.
Et il faut savoir que pour chacun de ces programmes, pour complexifier l'affaire, on a différents stockages de données. On a des données d'échantillonnage qui sont stockées soit dans des bases de données de l'Ifremer, soit dans des bases de données de l'OFB. Et on a des données dédiées à la télédétection. La télédétection, ce n'est pas forcément du satellite, c'est aussi du sonar, ça peut être aussi du drone. Et là aussi, un coup, c'est dans des serveurs de l'OFB et un coup, ce sont dans des serveurs de l'Ifremer. Donc déjà, on n'a pas forcément la connaissance suffisante pour savoir où sont les données brutes. Et en plus, une fois qu'on a ces données brutes, il faut savoir qu'il existe plusieurs protocoles de terrain et plusieurs méthodologies qui sont utilisées pour analyser ces données. On peut le voir juste avec cette coupe, qu'en fonction de la profondeur, on utilise évidemment différents navires, on utilise différents types Grosso modo, plus c'est profond, moins on a tendance à aller plonger et à aller voir concrètement ce qui se passe, et plus on a tendance à faire de la modélisation. Et évidemment, quand on est sur l'estran, c'est quasiment les mêmes protocoles que sur le terrestre. Bref, dans un seul et même site Natura 2000, on est obligé de mélanger toutes ces méthodes avec différents programmes de cartographie différents. Ça complexifie beaucoup la question de quelle part d'habitat j'ai dans mon site Natura 2000, car on est vraiment obligé de mélanger des choux et des carottes, comme on le dit. Et cette question, pour analyser les données, elle a déjà été définie durant un programme qui était au début des années 2000, qui s'appelait le programme MESH, qui a déjà proposé une méthode de qualification de la donnée en fonction des 3 grandes catégories. Donc, on l'a vu, des données de télédétection, des données d'échantillonnage sur le terrain, et aussi des données d'interprétation. Concrètement, comment je le numérise mon polygone, comment mon polygone a acquis cette forme-là, si ça a été calculé, si ça a été fait à la main. Et à chaque fois, on a une note sur les 3 grandes catégories. On peut remarquer que pour l'échantillonnage de terrain, c'est eux qui ont la plus grande note, donc le plus grand coefficient. Ce n'est pas pour rien, c'est que l'objectif, c'est de valoriser l'échantillonnage de terrain. Et une fois qu'on arrive à faire ça, on pourra avoir des exemples de fiabilité de la cartographie. Donc, ça commence déjà à être produit par l'Ifremer. On a cet exemple-là, qui est dans la baie de Morlaix. Je suis désolé, j'ai dû changer de site parce que je n'avais pas trouvé la cartographie de fiabilité de la donnée. On voit évidemment que plus on est proche de 100, plus la carte semble fiable. Et maintenant qu'on a ça, pour le moment, on n'a pas encore défini une méthode d'interprétation des calculs de surface, mais en tout cas, ça pourrait pondérer les surfaces que l'on acquiert dans la zone où on n'a pas une bonne fiabilité par rapport aux zones où on a une forte fiabilité. Donc, c'est un peu ça l'objectif d'interopérabilité des données d'habitat benthique, c'est de pouvoir de faire avec ce qu'on a, d'avoir des données qui sont complètement hétérogènes, mais de pouvoir quand même répondre aux besoins des directives et des politiques publiques. Donc, c'est là où justement l'équilibre est un petit peu à définir. Et pour ça, on a évidemment les... Après, je termine quand même sur la diffusion actuelle. C'est qu'on a 2 grands portails au milieu marin. C'est le portail Sextant, qui est géré par l'Ifremer, et le portail EmonNet au niveau européen, qui est une diffusion obligatoire que l'Ifremer est titulaire pour bancariser et diffuser les données d'habitat benthique dans ce portail-là. Donc, pour faire un petit constat, justement, on a donc différentes gestions de la donnée. Il y a beaucoup de bases de données qui sont dédiées. Il y a des choix de gestion qui sont différents en fonction des objectifs et des besoins. Et on a quand même des systèmes d'information fédérateurs qui pourraient nous être utiles pour définir une gestion appropriée de ces thématiques. Je l'ai dit déjà, donc les SI fédérateurs, donc SIB et SIMM, surtout, je travaille peu avec le SIO, dans le SIE. On a déjà pu définir les bases de données brutes qui bancarisent et qui semblent être des bases de données qui sont plus ou moins officielles. Et pour les données finalisées, donc l'occurrence habitat, données finalisées pour moi, c'est la carte SIG, tout simplement, le polygone, le point ou la ligne finale, où on a l'occurrence habitat, évidemment, du SINP. Et on peut voir qu'il y a un manque dans la donnée traitée, c'est-à-dire qu'on sait où sont les données brutes, on sait où seront les cartographies d'habitat. Par contre, comment est-ce qu'on a traité l'ensemble de ces données entre l'échantillonnage, les télédétections
et les différentes télédétections, là, pour le moment, on n'a pas la possibilité de le faire car ce n'est pas bancarisé. En tout cas, c'est bancarisé dans les métadonnées et évidemment, faire des requêtes via les métadonnées, c'est pas la même chose que faire des requêtes si c'est bancarisé dans des bases relationnelles. On a permis, les SI fédérateurs m'ont permis aussi de définir des référentiels qui sont quand même toujours en réflexion à l'heure actuelle. Donc, les principaux référentiels, évidemment, on a Habitat, espèces pour tout ce qui est espèces et granulométriques, pour tout ce qui est échantillonnage de terrain. Et évidemment, des référentiels importants pour la gestion des interlocuteurs, c'est-à-dire en fait quel organisme a produit cette donnée. Et le paramétrage qui est paramétrage, c'est-à-dire en fait protocole et méthode, c'est-à-dire comment bancariser la manière dont ma donnée a été récoltée, la manière dont ma donnée a été analysée et la manière dont j'ai produit la carte finale. Donc ça, on est en cours de discussion en ce moment entre le SIB et le SIMM. Le SIMM a produit un référentiel qui a, comme vous pouvez le voir, P01, qui est digne de Star Wars au niveau du nom. Donc, je ne vous l'explique pas pour le moment, c'est assez compliqué et ce n'était pas forcément dédié. Voilà, il te reste à peu près 30 secondes, 1 minute, c'est bon. Je termine justement avec Avant les questions. La fin, c'est-à-dire pourquoi finalement on fait ça et pourquoi on le fait, à quel besoin on répond. Et là, ça n'a pas du tout été traité et j'ai même rajouté PNDB, ONB, moi, finalement en catastrophe, en me disant, en fonction du besoin, il y aurait différentes méthodes de diffusion de la donnée et surtout de présentation de l'information. Car évidemment, on l'a vu, quand on mélange autant de paramètres, on est obligé finalement de centraliser la diffusion de la donnée en fonction d'un besoin précis, plutôt que de faire un seul et unique portail où on pourrait tout diffuser. Voilà. Et groupe de travail, évidemment. J'ai fini. Bravo. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est très, très, très riche. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas dans le chat. Moi, j'en avais une, effectivement, parce que tu avais abordé à plusieurs reprises les différents systèmes d'information fédérateurs. Et donc, ma question, c'était effectivement comment tu vois, en quoi les systèmes d'information fédérateurs peuvent t'aider à résoudre ton problème de gestion de données et de cartographie, mais tu as commencé déjà finalement sur la conclusion à essayer d'y répondre. Donc, j'ai bien compris que c'était de fournir une gestion de données qui soit appropriée aux besoins, d'aider à définir des référentiels qui permettent de rendre en fait toutes tes sources de données interopérables, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis de t'orienter en fait vers certains outils en fonction des besoins. Sur la fin, là, j'étais moyennement d'accord parce qu'effectivement, tu parlais d'avoir différents outils pour différents besoins et de bancariser dans différents endroits. Mais bon, l'idée, c'est quand même que ce soit bancarisé une seule fois et qu'après, les outils, selon les besoins, viennent chercher cette information là où elle se trouve une seule fois, elle n'est pas dupliquée. Bon, ça, c'est la théorie. Après, effectivement, c'est à adapter en fonction des techniques. Pour les différentes bases de données, je voulais surtout préciser que c'était des bases de données pour des données dédiées. C'est-à-dire que ce qu'on peut mettre en une seule base de données pour l'échantillonnage de terrain, une seule base de données pour les cartos finales, une seule base de données où on peut récupérer les données sonar. C'est plus là où finalement, on ne peut pas faire une seule et même base de données où il y a tout dedans. Il vaut mieux utiliser ce qui existe et voilà. Mais oui, je pense pas que ce serait convenable d'avoir plusieurs bases de données où j'ai beaucoup d'échantillonnage de terrain. En tout cas, il faut faire un moissonnage pour qu'on puisse avoir un espace central, quoi. D'accord, donc effectivement, je vois que Anne abonde dans le sens qu'effectivement, il y a plusieurs bases de données sources, effectivement. Ça, oui, c'est lié au mode d'acquisition et donc au contexte. Donc, par exemple, effectivement, les données d'études d'impact, ils n'iront pas au même endroit que les données d'un programme
Et on n'a pas forcément les mêmes informations des données qui sont issues des études d'impact que les données issues de protocoles dédiés cartographie d'habitat. Oui, après, il y a les méthodes d'acquisition qui font que c'est des outils différents qui sont ciblés. Puisque comment dire, la nature des données est forcément très différente et demande donc des bases qui sont conçues en fonction des différents paramètres d'acquisition. Mais l'idée, c'est effectivement qu'après, ces différentes sources de données puissent être quand même mises en commun pour que les diffusions viennent, enfin les outils de diffusion puissent venir les chercher là où elles se trouvent et les rendre disponibles. Je ne sais pas, Anne, si tu voulais compléter, si tu avais une autre question sur ce sujet. Non, non, en fait, c'est vrai qu'il y a encore plusieurs difficultés pour faire converger tout ce qui va être protocole, référentiel. Enfin voilà, il y a du travail, je vais dans le sens de rien, hein. Et puis, il va falloir qu'on puisse travailler tous ensemble pour faire aboutir et converger tout ce qui existe déjà. Donc en tant que, comment dire, enfin, là on parle du SIB, mais effectivement moi je suis issue du SI milieu marin comme Aurélien qui travaille plus sur les données marines et c'est vrai que en quoi ces SI fédérateurs peuvent aider les gens qui ont besoin des données et qui les produisent, c'est effectivement de produire un cadre commun. Donc d'apprendre à parler le même langage et d'utiliser des outils communs et de les sélectionner en C'est ça, fonction oui. des différents besoins. C'est que l'objectif, c'est que moi, étant dans le Life Mara, notre objectif, c'est de tout faire en sorte pour qu'une fois que le Life Mara soit fini, ce qui a été produit continue. Donc, les SI fédérateurs, c'est essentiel pour ce genre de projet. Et je voyais ce matin, il y avait beaucoup de questions sur le SIB, les données régionales, les données du SINP et comment tout ça va être combiné, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer nos données. Ça, c'est des choses que je pense tout le monde a envie d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Mais en même temps, d'arriver à faire converger les données et d'arriver à avoir des vrais moissonnages qui soient efficaces, c'est via ce processus démocratique, on va dire, entre guillemets, où on a des SI fédérateurs qui prennent en compte la plupart des acteurs et essayent de faire converger les choses pour que petit à petit, on puisse avoir déjà le même langage, c'est-à-dire les mêmes référentiels et déjà avoir un rôle d'orientation, de savoir, bah, déjà, il y a ces bases de données-là qui existent, plutôt que de créer une nouvelle base de données dans son coin, et essayer de voir si ça peut vous être utile. Et si jamais cette base de données-là, elle vous convient, mais ce n'est pas suffisant, peut-être que le budget que vous avez, il suffirait juste à faire un développement dans cette base de données dédiée, et d'après, petit à petit, à faire tourner la mécanique pour que l'ensemble de ces bases de données puissent communiquer entre elles et finalement diffuser une donnée avec des réponses précises pour des questions précises, quoi. C'est tellement clair que tout le monde reste sans voix. Ça va être même très beau apparemment. Les systèmes d'information fédérateurs, donc ils proposent effectivement des grands principes et surtout ils font parler les différents acteurs, ils les font travailler ensemble. Je pense que c'est surtout dans ce sens-là que ça peut aider effectivement à faire avancer des sujets qui sont multi-sources. Bon là, il y a une dimension internationale aussi à prendre en compte, c'est un petit peu plus difficile. Là, ça déborde des systèmes d'information fédérateurs qui sont nationaux. Et c'est aussi pour... Ah, il y a une question, Solène Robert. Oui, je voulais juste compléter un peu le débat, puisqu'il n'y avait pas d'autres questions aussi. Et
Et de mon point de vue, moi, je pense qu'il y a des choses qui se travaillent vraiment à l'échelle des SI métiers, parce qu'on dit beaucoup inter-SI fédérateurs, c'est vrai, mais dans le fond, en fait, comme ça a bien été dit ce matin, les SI fédérateurs sont des dynamiques, des organisations, mais ils n'ont pas en tant que telles de bases de données, en fait. Les bases de données, les données, elles se situent dans les SI métiers. Donc, je pense que du coup, il y a des choses qui se travaillent vraiment à l'intérieur même des SI métiers. Bon, je ne vais pas trop prôner pour ma paroisse, mais c'est vrai que du coup, il y a la connexion notamment entre le SIMM et le SIP sur les sujets d'occurrence d'habitat se fait aussi au travers du SINP. Donc, avec toutes les démarches qu'on a engagées ensemble depuis quelques temps déjà. Oui, mais par contre, il y a des sujets qui sont sur plein de SI métiers. Et là, je ne sais plus si tu l'as présenté, Aurélien, mais le nombre de SI métiers concernés par la cartographie des habitats benthiques, c'est 4 ou 5. Donc, ce n'est pas au sein des SI métiers qu'on va pouvoir avancer dans ce cas-là. C'était aussi ça la problématique, c'est que c'est vrai que les habitats, ce n'est pas un SI métier dédié, mais c'est vrai que finalement, il y a quand même le SINP qui est le relais entre SIMM et SIB qui ressort. Mais c'est vrai qu'on a des SI métiers. Un SI métier, pour expliquer, c'est des politiques publiques. C'est un synonyme. Et évidemment, moi, je travaille pour Nature 2000. À la base, on me dit c'est SI métiers Nature 2000. Après, je dis non, parce que c'est les habitats, on doit être intégré. Donc, il y a le DCSMM pour la directive cadre stratégie du milieu marin. Alors là, c'est un autre SI métier. Donc, c'est vrai que c'est les politiques publiques, en fait, qui sont les principales questions d'origine. Et évidemment, on ne va pas faire une base pour chaque politique publique. Donc, il y a aussi cette interaction entre des SI métiers qui sont dans différents SI fédérateurs. C'était un peu pour ça qu'on m'a demandé de faire cette présentation, parce que j'étais à cheval entre plein de choses. Donc, et c'était un peu un test. Voilà. Oui, parce que donc chaque SI métier aura sa propre gouvernance, mais par contre, les outils, il les partagera avec d'autres SI métiers. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir à une plus grande échelle, effectivement. Donc, au niveau des SI fédérateurs, voire de la coordination entre les SI fédérateurs qui, lorsqu'il y a des modules qui sont communs, comme le SINP, va permettre de savoir qui fait quoi dans tout ce microcosme, enfin ce macrocosme plus exactement. On se répartit les tâches au mieux, il y a suffisamment à faire pour chacun. Donc, effectivement, les habitats en tant que occurrence d'habitat, c'est dans le SINP. Après, dans les habitats, il va y avoir aussi les pressions, les usages, et là, ça sera ailleurs. Donc, c'est dans ce sens-là que, effectivement, un SI métier ne va pas répondre à toutes les questions d'un projet comme Mara. Je ne sais pas si pour toutes les personnes qui participent, c'est clair, parce que là, on parle un petit peu entre nous qui sommes très, très au fait de ces sujets, mais il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être clarifiées. Peut-être qu'en région, c'est un petit peu différent s'il y a des personnes de direction régionale ou de DREAL. Je crois qu'il nous reste 5 minutes de questions, puisque on quitte cette session donc à 35 et on redémarre la session suivante à 40. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Il n'y avait peut-être pas assez de photos de nudibranche, je l'avais dit. Il y avait trop de mots compliqués. Trop de mots, ouais, plus de nudibranche et surtout pas de dauphin. Donc voilà, bon. C'est un petit peu technique. Et non, mais peut-être que, en fait, ce que je me dis, c'est que à la base, je suis pas non plus uniquement marin, mais c'est que je pense que c'est aussi des problèmes qui sont terrestres, c'est-à-dire faire des enregistrements de terrain, modéliser à partir de télédétection. Et je pense que c'est une question qui n'est pas que marine, entre guillemets. Peut-être que comme c'est marin, on pense à des outils marins, mais finalement, c'est
c'est pareil pour les espèces, pareil pour la surveillance qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment faire des choix pour mélanger des choses, même si on ne veut pas mélanger des observations prises à la volée sur le lampadaire. Bah, finalement, on va quand même peut-être mélanger des protocoles. Comment est-ce qu'on analyse ces protocoles? C'est des questions sans fond où chaque thématique a ses réponses. Oui, Aurélien, c'est Yorick là, de Patrinat. Oui, oui, ce que tu dis est vrai hein, dans le cadre du programme CARAB, là, qui est un programme de modélisation pour les habitats terrestres. On a des vraies données de terrain qui servent à la modélisation et des données modélisées. Et donc, on réfléchit à la bonne façon d'afficher ces différents types de données. Avec à chaque fois, nous, on va essayer d'associer des niveaux de confiance en fait dans les prédictions des modèles. Et quand il s'agit de données de terrain, le niveau de confiance, alors c'est pas basé sur des métriques statistiques, mais on peut aussi penser à une façon d'évaluer des niveaux de confiance dans des échantillonnages de terrain. Donc, je pense que toutes ces questions-là rejoignent souvent la question des incertitudes, des niveaux de confiance, etc. Et que oui, c'est transversal au milieu terrestre, marin et aquatique continental. En tout cas, pour finir, on me pose souvent la question, parfois on me pose des questions, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tout ça avant? Je pense quand même qu'il y a beaucoup de référentiels et de bases de données et d'outils qui n'existaient pas au début. Je vous avais présenté la méthode pour noter les protocoles et les méthodes de cartographie d'habitat. Ça, c'est quelque chose qui date de 2000 quand même. Donc, moi, j'étais pas majeur, hein, clairement. Et c'est comme si ces questions-là, elles avaient déjà été résolues, elles avaient déjà été analysées et traitées. Et grosso modo, on n'attend que ça maintenant, d'avoir des SI qui se structurent et qui permettent que tout existe et que ce soit possible, entre guillemets. En tout cas, de faire avancer ces questions et de ne pas écrire ça sur un petit papier et de revoir ça 10 ans plus tard, quoi. Donc, c'est assez encourageant quand même, je trouve. Alors, ceci dit, sur les espèces, je pense que ça c'est beaucoup plus avancé parce que c'était quand même plus simple au niveau des méthodes d'observation et puis au niveau du traitement des données. Alors que sur les habitats, avec la dimension géographique et puis la complexité des outils d'observation, je pense qu'effectivement, c'est encore en gestation, on va dire. Tous les outils se montent un petit peu partout et donc c'est vraiment le moment ou jamais de travailler ensemble pour cibler ceux qui sont les plus pertinents au meilleur endroit avec donc les meilleures équipes capables de mener tel ou tel type de réponse, soit en diffusion, soit en acquisition, soit en bancarisation, soit en valorisation. Donc toute cette chaîne est à bien tous les flux de données entre tous ces outils sont à cartographier, effectivement, comme l'a mentionné tout à l'heure Thomas Milon, les différents jeux de données, donc sont pas forcément encore bien identifiés sur les habitats. Ou en tout cas, ils sont pas tous encore bien bancarisés, donc on peut pas travailler dessus, comme tu l'as dit au début. Ok, bon, Ouais. je peux commencer. Donc, merci beaucoup Voilà, en tout vas-y. cas à tous pour votre présence aujourd'hui, donc pour cette troisième présentation donc, du coup de l'après-midi de la salle 4, donc améliorer la connaissance sur les espèces et les habitats naturels. Donc, du coup, j'ai intitulé la présentation OpenOps 2. La diffusion des données d'observation sur les espèces. Je vais me focaliser sur les espèces aujourd'hui au profit des politiques publiques. Alors, j'aurais pu mettre un point d'interrogation à la fin, puisque l'idée, suite à ma présentation, sera qu'on puisse discuter dans quelle mesure cet outil peut être utilisé dans le cadre d'autres politiques publiques, dans d'autres SI métiers du SIB, mais aussi d'autres SI, systèmes d'information fédérateurs.
Donc, avant de rentrer spécifiquement sur le sujet d'OpenUp, c'est de vous montrer les fonctionnalités de ce nouvel outil, je voulais quand même rappeler dans quel contexte cet outil s'inscrit. Donc, à savoir le SINP, donc le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Donc, le SINP, on l'a un petit peu évoqué aussi ce matin, c'est un des SI métiers du SIB qui donc a pour objet de structurer et de partager les connaissances sur l'état et les tendances sur le patrimoine naturel. Donc, on parle d'un SI métier quand ça répond à une politique publique, donc à savoir que là, on est dans le cadre de la politique publique de l'IPN, donc ça fait référence à l'article L411-1A du Code de l'environnement. Et donc, le SINP, c'est un dispositif qui est largement décentralisé avec une plateforme, pour simplifier, une plateforme par région et une plateforme nationale que constitue l'INPN. Donc, on l'a dit aussi ce matin en plénière lors de la présentation de l'INPN. Donc, l'INPN joue le rôle de plateforme nationale du SINP, mais pas que. Donc, si vous voulez en savoir plus pour le SINP, je ne vais pas forcément m'étendre aujourd'hui sur le dispositif. Il y a un site dédié qui s'appelle donc sinp.naturefrance.fr. Donc maintenant, plus spécifiquement sur OpenOps, c'est un outil ou plutôt une fonction qui est mise en place dans le cadre du rôle de plateforme nationale du SINP, donc au niveau de l'INPN. Donc OpenOps, il va diffuser les données d'observation sur les espèces à ce jour et il va couvrir au niveau de son périmètre géographique la France entière. Donc je précise toujours domaine terrestre comme marin et au niveau de son périmètre taxonomique, tous les taxons qui sont référencés dans le référentiel national qui est utilisé dans le cadre du SINP qui est TaxRef. La première version de cet outil, elle est relativement récente puisqu'elle a été mise en ligne le 16 octobre 2020. Donc, si j'essaye de simplifier un petit peu le contexte, en gros, OpenOps, c'est une fonction ou un outil de l'INPN qui est mis en place dans le cadre de son rôle de plateforme nationale du SINP et SINP qui concourt au SIB, puisque je te l'ai dit tout à l'heure, le SINP est l'un des SI métiers du SIB, mais qui concourt aussi au SIMM, donc au système d'information sur le milieu marin. Donc maintenant, OpenOps, c'est un outil qui est accessible donc, sur le web à l'adresse openops.mnhn.fr. Donc, c'est librement accessible. Il n'y a pas besoin de login, mot de passe pour y accéder. Donc, je vous laisserai aller découvrir l'outil par la suite. Vous tombez directement sur une page d'accueil et sur cette page d'accueil, on va vous indiquer quelques chiffres clés. Donc, aujourd'hui, dans OpenOps, il y a un peu plus de 81 millions de données qui sont réparties, qui sont structurées dans des jeux de données, eux-mêmes structurés dans des cadres d'acquisition. Et aujourd'hui, ça représente un peu plus de 5500 jeux de données. Et au niveau des espèces, on référence des données sur un peu plus de 152 000 espèces. Donc voilà, sachant que c'est des chiffres qui évoluent au fur et à mesure des mises à jour. Alors, sur cette même page, vous avez tout en haut un menu, j'y reviendrai un petit peu après, où on a des informations sur le contexte du projet, une recherche avancée, je vais la détailler spécifiquement par la suite, une foire aux questions, donc on appelle FAQ, et une rubrique API développeur. J'y reviendrai également. Et on a donc par opposition à la recherche avancée sur cette même page d'accueil, une recherche qu'on appelle en fait entre nous la recherche simple. Donc, c'est les critères les plus régulièrement utilisés par les utilisateurs. Donc, à savoir, on peut rechercher par espèce ou en fait par taxon, puisque du coup, c'est un outil qui permet de rechercher dans tout l'arbre taxonomique. C'est-à-dire qu'on peut rechercher directement des données sur un ordre, sur une famille, sur un genre, etc. On peut rechercher par groupe d'espèces, donc c'est ce qu'on a juste en dessous. Donc, je veux rechercher uniquement toutes les données sur les oiseaux ou toutes les données sur les poissons. Donc, ça, c'est possible. On peut préciser des tranches de date, donc des années d'observation. Et on peut préciser des zones géographiques. Je recherche toutes les données d'oiseaux sur une région. Et on peut aussi préciser des fournisseurs de données, sachant que la recherche, elle répondra plus ou moins bien en fonction de si les informations qui nous ont été transmises ont bien été normalisées. Donc, à savoir que le champ fournisseur de données, en fait, provient des métadonnées transmises. Donc, si dans la métadonnée qui nous a été donnée, il n'y avait pas l'information sur le fournisseur, malheureusement, on ne pourra pas rechercher ces données avec cette entrée-là. Donc, voilà pour la page d'accueil. Sur la recherche avancée, on va retrouver un peu la même logique que sur la page d'accueil avec la recherche simple, mais on va avoir un ensemble d'autres critères qui vont être qu'on va pouvoir utiliser pour faire nos recherches. Alors, je ne vais pas tous les détailler là, je vous laisserai les découvrir vous-même, mais en gros, on peut aller rechercher un peu plus précisément dans la taxonomie, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, choisir de sélectionner
toutes les espèces, mais pas les synonymes et les enfants. On peut choisir de rentrer par l'identifiant de TaxRef, donc le CD nom selon TaxRef. Donc, on peut chercher des choses voilà, de manière un peu différente, en tout cas un peu plus précise. On peut rechercher sur des espèces à statut. Donc, pour le moment, c'est assez limité ce qu'on propose, puisqu'on on propose juste espèces protégées, réglementées, espèces évaluées sur liste rouge et espèces déterminantes NIEF, mais c'est des rubriques qu'on souhaite étoffer pour la suite. Au niveau de la localisation, on va retrouver la même chose que sur la recherche simple, mais on pourra regarder, par exemple, si on cherche uniquement des données précises ou des données, malheureusement, qui nous ont été transmises imprécises, par exemple à la maille 10 x 10 km, des choses comme ça. Au niveau des dates, on va retrouver à peu près la même chose que sur la page d'accueil, mais petit outil qui peut être intéressant pour faire des recherches, notamment sur la phénologie des espèces. On peut rechercher au niveau des mois. Par exemple, je cherche uniquement les observations faites, je ne sais pas, en juillet, août, septembre, par exemple. Donc ça, c'est possible, toute année confondue. Voilà, je vais passer rapidement, mais on peut rechercher aussi des choses au niveau des sources, des observateurs, des déterminateurs. Bien évidemment, c'est conditionné à la manière dont ça a été normalisé dans les données qui nous ont été transmises. Voilà, donc une fois qu'on a lancé une recherche, que ce soit sur la recherche simple ou la recherche avancée, on arrive à cette page-là, en fait, qui est une page de résultats de ma recherche, qui va se décomposer, pour faire simple, en 2 blocs. Côté gauche, on a ce qu'on appelle des facettes ou des filtres qui vont nous permettre d'encore filtrer les données par rapport à notre recherche initiale. Donc, en fait, c'est des filtres rapides que avec lesquels je vais pouvoir naviguer dans mes données. Ces filtres-là, en fait, rapides, je peux les configurer. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur peut rajouter ou enlever des filtres en fonction de ce qui va l'intéresser. Et au milieu, la partie centrale, on va avoir 2 petits onglets, un onglet observation et un onglet carte. Donc, en fait, c'est les mêmes résultats, mais présentés de 2 manières différentes. Donc, la partie observation, c'est une vue en forme de tableau, donc dit tabulaire, où je vais avoir en fait un résumé des observations qui sont retournées selon les critères de ma recherche. Au niveau de l'autre onglet, l'autre visualisation possible, je vais avoir une carte. Donc là, j'ai fait une recherche juste pour illustrer, donc format assez classique, cartographique. Et cette carte-là, je vais pouvoir l'afficher donc sur grand écran. Donc, du coup, je peux étendre pour pouvoir ensuite naviguer d'un point de vue géographique. Et je vais retrouver un petit peu la même logique que pour mes fils de tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter, avec la partie que j'ai encadrée en rouge à gauche, des filtres géographiques. Donc, par exemple, je peux dessiner. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur l'écran. Je peux dessiner un polygone et ça va filtrer une nouvelle fois mes données en fonction de cette emprise géographique. Et ça va m'indiquer combien il y a d'espèces sur ma zone, combien il y a d'observations sur la zone que j'ai sélectionnée. Et en haut à droite de cette interface cartographique, je vais avoir un couleur par, qui veut dire qu'en fait, je peux choisir la couleur des points que je vais afficher, mais par quoi? C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, par espèce, ça peut être par précision géographique de la donnée, ça peut être par date, ça dépend de ce que je souhaite rechercher. Et ça, c'est configurable directement par l'utilisateur. Voilà, si à partir de la carte ou à partir de la vue sous forme de tableau, je peux afficher l'observation précise, donc ça veut dire unitaire, une donnée en particulier. Donc soit je clique sur un point, donc ça va me renvoyer vers l'observation, soit je clique sur afficher l'observation directement dans le tableau que j'ai montré tout à l'heure. Ça va me renvoyer sur une page comme ça, qui est une page dite unitaire de l'observation. Et là, en fait, on va afficher l'ensemble des informations qu'on a eues lorsqu'on nous a transmis la donnée. Donc, ça va aller de la métadonnée, le jeu de données, les sources, des informations sur la taxonomie qu'on complète par croisement avec TaxRef, donc le référentiel qui est utilisé dans le cadre du SINP, entre autres d'ailleurs, des informations sur la date, sur la localisation, si on avait l'altitude ou la profondeur d'observation de l'espèce, on les affiche, là ce n'est pas le cas dans mon exemple. Si on a d'autres propriétés, par exemple le sexe, le statut biologique, le stade de vie, le comportement, des URL de preuve, si on a des photos par exemple, ce qui peut être vrai dans le cas des données de collection quand elles ont des herbiers, des planches d'herbier, des choses comme ça, ou encore les données d'INPN espèces où il y a une entrée photo, on va afficher les preuves. Et puis une partie qui est tout en bas qui consiste à un enrichissement de la donnée, c'est-à-dire que ce n'est pas une information qui était transmise par l'observateur, mais qui était calculée a posteriori en fonction des informations transmises, donc à savoir pour les espèces protégées, réglementées, etc., le lieu et l'espèce principalement de la collecte.
Voilà, dernier peut-être module que je peux présenter, c'est le téléchargement des données, puisque du coup OpenOps permet depuis, donc, je l'ai dit tout à l'heure, octobre de l'année dernière, de télécharger les données. Donc c'est un module spécifique, on n'a pas besoin d'être authentifié pour télécharger les données, ce sont donc des données publiques non sensibles. Donc, on arrive sur ce module-là, c'est le module donc, de téléchargement, où je vais pouvoir préciser du coup le nom du fichier à l'export, le format des données que je souhaite. Donc aujourd'hui, on en propose en gros 2 particuliers, le format Darwin Core, qui est le format international, et un format SINP à plat. C'est-à-dire que du coup, le format SINP est un format rationnel, donc c'est-à-dire avec plusieurs tables qui sont liées entre elles. Là, on propose un format à plat pour que ça soit plus simple à utiliser par un certain nombre d'acteurs, sachant qu'on prévoit de faire évoluer ces formats pour étendre la gamme des utilisateurs possibles. Voilà, et donc du coup, on est obligé de, enfin, on est obligé de mettre son email parce que du coup, le téléchargement est régulièrement asynchrone, c'est-à-dire qu'on reçoit par mail le résultat des données dont on a demandé le téléchargement. Voilà, peut-être rapidement quand même au niveau de la recherche du menu que j'ai montré tout à l'heure en haut, 2 rubriques, donc FAQ, ce qui veut dire foire aux questions, où là, on va répondre aux questions les plus fréquemment posées. Donc, les questions qui nous sont souvent posées sur OpenOps, c'est comment contribuer, comment sont gérés les droits de diffusion, pourquoi on a des données précises, des données imprécises, etc. Comment sont gérées les données sensibles, comment les données sont-elles validées, comment améliorer la qualité des données, des choses qui reviennent assez régulièrement. Est-ce que je peux signaler des erreurs sur des données? Voilà, des choses comme ça. Et puis une petite rubrique, le savez-vous, qui est en fait les petits trucs et astuces qu'on peut trouver dans le site, donc qu'on rajoute voilà, pour nos utilisateurs. Et au niveau du module API développeur, donc c'est un module qui est encore en cours de développement. Donc l'idée, c'est que c'est là où on va retrouver des services de redirection ou des web services en fait, et qui vont servir à pouvoir appeler les données utilisées dans OpenOps pour d'autres sites notamment. Donc aujourd'hui, l'API, elle est quand même relativement modeste parce qu'on fournit que des synthèses aujourd'hui. Donc par exemple, le nombre de données par espèce, etc. et des services de redirection. Mais du coup, on a le souhait de poursuivre les développements de cette API pour permettre de récupérer directement l'ensemble des données centralisées dans OpenOps pour l'ensemble des utilisateurs possibles. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, il y a 2 petites vidéos qui sont en ligne sur la chaîne YouTube de l'INPN. Donc, c'est une playlist. Donc, les 2 vidéos, il y en a une première qui consiste à présenter le projet et une deuxième qui fait une petite démo du site un peu à la manière dont je viens de vous la faire. Donc, c'est un projet qui est porté par l'UMS Patrinat. Donc, moi, je fais partie de l'UMS Patrinat. Et ce qui est à noter ou à signaler sur OpenOps, c'est que c'est un outil qui est techniquement basé sur un projet de la communauté internationale, donc l'Atlas of Living Australia, qui est porté plus particulièrement par la communauté du GBIF, donc Global Biodiversity Information Facility. Et donc, du coup, vous pouvez trouver en ligne ce collectif qui utilise ces outils, donc, qui est le Living Atlases, donc, dont j'ai mis une impression écran de leur site là dans ma diapositive. Et en fait, vous verrez qu'il y a un certain nombre de pays qui utilisent donc le même outil. Donc là, j'ai encadré OpenOps, puisque du coup, c'est le sujet de ma présentation, mais vous pourrez voir que donc, il y a d'autres pays, notamment l'Australie, le Guatemala, le Canada, etc., le Bénin, qui utilisent du coup ce même outil. Et vous pouvez aller consulter également les sites de ces pays-là. Voilà. Au niveau des travaux en cours, et je ne sais pas combien de temps il me reste, Annie, je crois que c'est bon. C'est bon, je te laisse 2-3 minutes de plus. Voilà. Super, merci Annie. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, puisque comme je vous l'ai dit au début, c'est un outil qui est quand même relativement récent, dans le sens où on a mis en place la première version officielle de l'outil à la fin de l'année dernière. Donc, on a encore beaucoup de choses à mettre en place et de travaux en cours, notamment, donc là, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure quand je parlais de la rubrique API développeur, c'est-à-dire qu'on envisage d'étendre notre offre de web service. L'amélioration des formats de téléchargement, j'en ai un petit peu parlé aussi, donc proposer d'autres formats de téléchargement en fonction des besoins des utilisateurs. Donc, on a vraiment ce souhait de s'appuyer sur le retour des utilisateurs pour adapter les formats de téléchargement en fonction des besoins. Également développer des modules de signalement d'erreurs et un module de validation des données aussi qu'on aimerait mettre en place.
Et puis, également l'accès sécurisé aux données sensibles du SINP qu'on aimerait mettre en place, donc avec un accès sous login mot de passe, puisque ce sont donc, du coup, des données qui sont sensibles à la diffusion. Et quand je parle de données sensibles, je parle de données dont la diffusion trop ouverte risquerait de porter atteinte aux éléments que les données concernent. Voilà. Et donc, du coup, pour ouvrir les discussions, la question que j'aurais aimé développer et discuter un peu avec vous aujourd'hui, c'est OpenOps, est-ce que c'est un outil qui pourrait être utilisable pour d'autres systèmes d'information métier, donc lire pour d'autres politiques publiques. Donc, aujourd'hui, on est à séminaire SIB, donc plutôt aux autres systèmes d'information métier du SIB, mais on peut également étendre la réflexion à d'autres systèmes d'information, d'autres SI fédérateurs, etc. Donc, quelques exemples peut-être pour lancer un peu le débat, c'est-à-dire que moi, je pensais par exemple éventuellement étoffer des critères de recherche, par exemple pour pouvoir rechercher via OpenOps uniquement les données sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, typiquement, voir toutes les données des espèces exotiques envahissantes qui pourraient contribuer au système d'information métier sur les espèces exotiques envahissantes. On pourrait aussi avoir des entrées du type rechercher toutes les données sur les espèces nocturnes. Donc, ça pourrait contribuer aux travaux sur la trame noire, par exemple. Ou rechercher que des données sur les jeux de données protocolés. Donc, on fait le lien avec les référentiels, etc. Et du coup, ça pourrait contribuer au dispositif de surveillance. Voilà, donc, etc. Sachant que dans l'idée, si ça s'est mis en place, il faudrait intégrer ces critères dans l'appel d'un web service pour que ça puisse être utilisé vers d'autres sites, notamment. Donc, voilà comment je pensais peut-être ouvrir les discussions, ce qui ne Je crois qu'il répond y a pas déjà à la pas mal de première question qui a été posée avant Oui. même la présentation. Il y a déjà pas mal de questions sur les sujets que tu abordes dans la conclusion, donc je crois que c'est bon, on peut passer. Merci beaucoup. Merci. Et je vais revenir parmi vous. Je vais arrêter le Tu partage avais... d'écran. Ouais. J'ai terminé. Voilà. Tu as accès aux questions. Donc, alors, je vais peut-être prendre la oui, première. C'était Jean-Michel Faton. Alors, du coup, c'était sur les questions, c'était sur les données dinaturalistes, hein, il me semblait, c'est ça. Donc, de mémoire. Alors, je n'ai pas forcément tous les flux de données en tête, mais les données dinaturalistes, elles sont en principe déjà diffusées dans le cadre du GBIF, donc le Global Biodiversity Information Facility. Et les données du GBIF, elles intègrent à pas de temps régulier donc le SINP par l'intermédiaire de la plateforme nationale. Donc, les données dinaturalistes, elles ont vocation effectivement à alimenter le SINP et donc à être mises en ligne sur OpenOps. Maintenant, les critères d'entrée dans le SINP ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux qu'on peut avoir au niveau du GBIF. Donc, on peut avoir des données qui seraient rejetées à l'entrée du système d'information, donc SINP, pour motif, par exemple, de problème de date, taxon non référencé dans TaxRef ou absent du territoire français, parce que, comme je l'ai dit, le SINP et donc OpenOps, qui fait partie de ce dispositif-là, ne traite que des données donc, sur la France, métropole outre-mer, terrestre et marin. Donc, en tout cas, oui, les données de e-naturalist ont vocation à alimenter le SINP et notamment OpenOps, mais pas que OpenOps, également les dispositifs régionaux, puisque je vous l'ai dit en préambule, le SINP est aussi un dispositif décentralisé, donc avec de la diffusion de données qui se fait notamment au niveau régional. Est-il possible de faire des recherches de regroupement qui ne sont pas forcément liées à la classification, exemple les macroalgues? On a plusieurs manières de répondre à cette question. On l'a eu aussi, je crois, pour des groupes qui ne sont pas, qui sont pas vraiment des groupes taxonomiques au sens de l'arbre taxonomique. Donc, il y a plusieurs manières de répondre. La première, c'est de pouvoir charger une liste d'espèces. C'est-à-dire, du coup, les recherches, je ne l'ai pas précisé, mais elles sont multicritères. Donc, je ne suis pas obligée de mettre une seule espèce ou un seul taxon plutôt. Je peux en mettre plusieurs. Donc, il y aurait la possibilité de lancer directement une liste que l'utilisateur chargerait lui-même dans l'outil. Donc, ça, c'est une manière de répondre. Mais quand on a énormément de taxons, ça devient compliqué. Donc, l'autre option, c'est d'utiliser un autre programme, du coup, notamment développés à Patrinat, qui sont les groupes d'espèces.
Donc, c'est-à-dire du coup d'avoir un regroupement de ces taxons sous forme de groupes opérationnels et les utiliser dans OpenOps. Donc oui, ce serait possible, mais ça reste à développer parce que quel groupe, comment on le met en place, et souvent on a des liens qui ne sont pas, je vais dire 1-1, entre un taxon et un groupe opérationnel. Il peut y avoir un taxon qui est dans plusieurs groupes opérationnels, donc il faut qu'on voit comment gérer ces choses-là. Mais oui, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont donc à creuser. Alors sinon, il y a des réponses et des questions en fait dans le dans le chat, puisque sur la différence entre OpenOps et INSPES, quelqu'un a répondu. Ouais, rien à voir. Enfin, Effectivement. est-ce qu'il y a une question sur tout le monde peut déposer une donnée sur OpenOps, les données sensibles ne sont pas concernées? Alors en fait, OpenOps, on ne dépose pas vraiment des données, donc ça répond aussi à la question sur INPN-espèce. OpenOps, il est mis en place pour diffuser les données, mais il ne fait pas d'intégration de données. Donc dans le SINP, il y a d'autres outils qui permettent de la saisie de données, notamment INPN-espèce, mais c'est loin d'être le seul. Les outils GeoNature aussi proposent des outils de saisie. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup, Oison aussi pour l'OFB, etc. Donc OpenOps, on ne peut pas y saisir directement des données, il s'appuie sur des outils et les dispositifs de partage de données dans le cadre du SINP, il récupère ces données, il ne fait que les diffuser. Et les données sensibles, elles sont floutées sur OpenOps au regard des listes de sensibilité qui sont établies donc principalement au niveau régional, validées en CSRPN. Il existe un plugin sous QGIS pour consulter les données du GBIF. Cela pourrait-il se faire avec les données d'OpenOps ou alors exporter les données en web service? L'idée, ce serait plutôt de mettre en place des web services, effectivement, donc de développer la partie API dont j'ai parlé tout à l'heure, sachant que je ne l'ai pas précisé, mais comme les données de l'INPN sont aussi diffusées au niveau du GBIF, en fait, les données qui sont sur OpenOps sont aussi disponibles quelque part dans l'API du GBIF. Ce n'est pas les mêmes formats qui sont utilisés, puisque le GBIF utilise du Darwin Core, mais elles sont aussi disponibles. Donc, on peut utiliser en fonction de son besoin un outil plutôt qu'un autre. Ça dépend. Groupe Lichen, ça rejoint la discussion sur les macroalgues. Exactement la même réponse. Voilà. Donc, mais oui, ce serait vraiment intéressant de le faire, de pouvoir rechercher par lichen. Pour groupe lichen. Déjà, on peut rechercher par poisson, parce qu'il me semble n'est pas forcément un groupe monophylétique. Alors, peut-on enregistrer des recherches? Oui. Alors, déjà, les recherches, en fait, elles s'enregistrent automatiquement. En fait, quand vous faites une recherche, vous pouvez revenir à votre recherche initiale. Donc ça, c'est pendant votre session, et même si vous revenez ensuite, vous fermez l'outil et vous revenez, donc c'est enregistré. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est que quand vous téléchargez les données, vous gardez l'archive avec l'URL en fait de téléchargement. Donc ça vous permet de garder les données. Et on pourrait envisager d'avoir une sauvegarde des recherches précédentes, mais ça demanderait quand même, ça demande un peu réflexion et ça demanderait aussi probablement d'être logué. Donc ce qu'on n'a pas mis en place aujourd'hui. Alors, pour la fréquence d'échange entre le GBIF et OpenOps, à minima, on essaye de le faire une fois par an dans les deux sens, sachant qu'on est vraiment en train de travailler sur de l'automatisation des process d'échange. Mais que ça soit d'ailleurs entre le GBIF et OpenOps, qu'entre les plateformes régionales et la plateforme nationale, c'est à peu près le même sujet. C'est-à-dire qu'à minima, on fait des échanges une fois par an, mais l'objectif, c'est bien d'avoir une synchronicité en fait, entre tous ces systèmes. Donc, on travaille, et ça passe par de l'automatisation, et donc du coup, on travaille sur ces sujets, oui. Alors, il y a une question sur la proportion de données validées scientifiquement au niveau national. Je ne sais pas, cette notion-là. Oui, alors ça dépend. Alors, il faudrait revoir si on peut préciser un peu la question, parce qu'en fait, valider au niveau national ou valider dans le SINP? Parce que dans le SINP, l'organisation de la validation, elle se fait à plusieurs échelles. En fait, à 3 échelles dans le SINP, au niveau du producteur, qui peut auto-évaluer sa donnée, au niveau de la plateforme régionale et au niveau de la plateforme nationale. Les procédures de validation des données au niveau national, elles sont en ligne sur le site de l'INPN, vous pouvez aller les consulter librement. C'est en gros des process
aujourd'hui surtout automatiques qui nous permettent d'exclure un certain nombre d'erreurs. Et alors là, je ne peux pas vous répondre de manière générale. Ce que je peux dire, c'est qu'en fonction des jeux de données, le pourcentage de données valides ou invalides n'est pas du tout le même. Donc, voilà, ce n'est pas une réponse complète et complètement satisfaisante. On pourrait effectivement mettre ces chiffres en ligne, mais l'idée, ce serait quand même d'abord de développer la partie validation d'OpenOps, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on a des travaux en cours sur le sujet. Alors, le premier traitement qu'on peut faire, c'est de signaler une erreur pour dire là, il y a un problème. Mais ensuite, il faut dire quel est le niveau de problème, pouvoir écrire dans un champ directement au niveau des données et du coup, ensuite, pouvoir afficher des chiffres clés sur le nombre de données. Alors, ce n'est pas vraiment valide, invalide en plus, c'est par niveau de validité. Donc, est-ce que nombre de données certaines, nombre de données probables, nombre de données douteuses, nombre de données invalides certaines, nombre de données non évaluées aussi, puisqu'on sait qu'on n'est pas forcément en mesure aujourd'hui d'évaluer toutes les données. Donc, on a aussi un statut non évalué et puis on a aussi un statut non évaluable, c'est-à-dire qu'au regard des connaissances actuelles, on n'est pas en capacité d'affecter un niveau de validité aux données. Donc, ça ne répond pas complètement à la question, mais ça donne un certain nombre d'éléments à réfléchir. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes de questions. Je vois une question sur les recherches sur des statuts d'espèces. Ça n'a pas été évoqué. Si, c'est très intéressant. Effectivement, ce serait l'idée de développer les recherches par statut d'espèce, donc notamment en utilisant. Alors, c'est pas forcément. Ça dépend ce qu'on appelle les statuts d'espèce. Il y a plusieurs types de statuts. Il y a les statuts biogéographiques de TaxRef. Donc, ça, c'est les niveaux type absent, douteux dans un territoire particulier. Par exemple, on peut savoir qu'en Guyane, ce taxon-là est absent, qu'il est endémique de telle zone, subendémique de telle zone. Donc ça, TaxRef va nous le fournir. Et TaxRef fournit également l'habitat, mais au sens plutôt milieu d'espèce, pas habitat. Ça ne va pas beaucoup plus loin en termes d'habitat. Mais donc ça, ce serait assez facile à le mobiliser. Et après, on a tous les statuts qui sont statuts de protection, statuts de réglementation, etc. Et là, du coup, c'est lié à TaxRef, mais ce n'est pas directement porté par TaxRef. Donc, c'est la base de données sur les statuts. Et oui, il y aurait un intérêt à améliorer ces modules de recherche pour pouvoir sélectionner, je ne sais pas, uniquement les espèces en danger critique évaluées dans une liste nationale, par exemple. Je vois une question sur un outil de diffusion de données de la plateforme nationale qui serait différent de OpenOps, ou est-ce que c'est la même chose? Si je résume, donc Marc Isenman, donc dans la plateforme nationale, y aura-t-il un autre outil de diffusion de données, ou est-ce qu'OpenOps correspond à la fonction de diffusion des données de la plateforme nationale? Alors oui, OpenOps correspond à l'outil de diffusion des données d'observation d'espèces de la plateforme nationale. Pour le moment, on n'a pas la plateforme. Enfin, il y a d'autres types de données qui doivent être diffusées par la plateforme nationale. Et du coup, il y a des discussions en cours pour savoir, par exemple, où est-ce qu'on va diffuser les données sur les habitats naturels ou semi-naturels. Donc, pour le moment, c'est OpenOps sur les données d'observation sur les espèces et puis des réflexions en cours sur d'autres types de données. Et le lien avec des… Ouais. Ah, le lien avec des pots bio, sinon il y avait une question sur Ouais. les données protocolées. Je vais donner des pots bio, je peux répondre assez rapidement. En fait, c'est une question qui revient qui revient souvent. Les données qui sont saisies dans le cadre du dépôt légal, donc on entend donc données d'études d'impact, études de suivi, etc. Donc en fait, où les maîtres d'ouvrage ont l'obligation de déposer les données. Donc souvent, c'est les bureaux d'études qui déposent les données, et ce dépôt bio est moissonné directement par la plateforme nationale, donc le SINP. Donc c'est la même réponse que ce que j'ai fait tout à l'heure pour le GBIF. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère à pas de temps régulier les données du dépôt légal et on les injecte dans le SINP et on les rend donc du coup ensuite disponibles à tous. Mais vous pouvez déjà en fait aujourd'hui sur OpenOps retrouver les données du dépôt légal. Donc, à un pas de temps qui est la date de la dernière mise à jour. Oui, donc Laurent Cousy, est-ce que toutes les infos d'une donnée protocolée seront diffusées sur OpenOps? Alors oui, c'est l'idée. Là, ce qu'on ne diffuse pas encore, c'est les attributs additionnels. Donc, sur les pages de détail,
on n'a que les attributs qui sont aujourd'hui normalisés, donc qui correspondent à des champs normés du standard du SINP, mais on n'a pas encore diffusé tout ce qui est attributs additionnels, et on sait très bien que dans les jeux de données protocolés, il y a souvent l'usage de ces attributs additionnels. Donc là, on va travailler à mettre en place la diffusion de ces attributs additionnels-là. Donc oui, l'idée, c'est que toutes les informations qui sont collectées au moment de la collecte soient diffusées et rendues accessibles. Donc ça fait partie de l'ouverture des données publiques. Ce n'est pas une partie des données, c'est toute l'intégralité de la donnée telle qu'elle a été collectée, en fait. Donc de la donnée brute, en gros. Et ça, c'est pas une question sur pour ces moi. données complètes. Je vais la reposer à Laurent, justement, puisque du coup, je viens de répondre à la question de Laurent Cousy. Ce n'est pas pour moi la question suivante. C'est voilà, pourquoi les données de Faune France, donc du coup, sont floutées et anonymisées. Voilà, elles sont floutées et anonymisées, c'est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, mais en tout cas, cela ne... Je peux répondre, Solène. Merci, Laurent. En fait, Faune France est à la fois une plateforme de structure essentiellement associative, massivement, et qui a été construite et qui vit dans le cadre d'une gouvernance. Et cette gouvernance comment dirais-je, ce qui se fait dans le cadre de ce dialogue au sein d'une cinquantaine de structures ne supplante pas ce qui se passe en local. Donc, il peut y avoir des diffusions d'informations brutes en local, ça dépend de ce qui se passe avec l'OFB ou l'ADREAL pour chacune de ces structures localement. Simplement, cette gouvernance a été mise en place juste pour pouvoir faire cette plateforme nationale qui n'existait pas précédemment, et que dans ce contexte-là, tout ce qui est décidé, notamment l'usage des données, c'est le COPIL en fait, qui est souverain. Et jusqu'à présent, le COPIL a validé des livraisons qui sont ce qu'évoquait Solène, c'est-à-dire une donnée dégradée spatialement et anonymisée. Peut-être qu'un jour ça évoluera, peut-être très vite, j'en sais rien, mais simplement c'est juste pour dire que voilà, c'est un choix collectif qui n'écrase pas ce qui se passe en local, et que peut-être d'ailleurs il deviendra impertinent cette livraison le jour où chaque territoire livrera 100% de la donnée brute. Pour l'instant, c'est ça. Je rappelle au passage quand même, Solène, tu confirmes, qu'il y a des jeux de données qui sont indépendants ou qui sont inclus dans Faune France, mais qui relèvent de suivi ou de dispositifs protocolés particuliers et qui sont directement livrés en tant que tels, typiquement le wetland. Voilà. Tout à fait. Et une dernière question sur les usages qui ont été déterminés au préalable. Il y a plein d'usages en fait possibles, donc ils sont tous les usages qui avaient été même listés à la mise en place du SINP, donc à quoi ça peut servir. Donc je peux en citer quelques-uns, mais ce ne sera pas du tout exhaustif. Il y avait une question ce matin qui me, peut-être que je peux citer, que c'était sur les ABC par exemple. Donc du coup ABC, les ABC, donc les atlas de biodiversité communale, typiquement OpenOp, c'est un outil qui peut être utilisé dans le cadre des ABC, puisque du coup il permet de récupérer donc les données qui existent déjà et d'aller les consolider par des nouvelles prospections. Donc, par exemple, c'est un type d'usage en particulier. Après, on a parlé de stratégie de surveillance terrestre. Et bien, typiquement, OpenOps peut être utile pour des réseaux de surveillance terrestre, par exemple, ou d'ailleurs pas forcément terrestre. C'est parce qu'on a eu une présentation spécifiquement sur ce sujet que j'en parle. Mais également, je ne sais pas, on parlait de lacunes de connaissances. Typiquement, on peut utiliser ces données-là pour essayer d'identifier à quels endroits il y a des lacunes du coup de connaissances et envisager du coup de renforcer les stratégies d'acquisition de données sur ces zones ou sur ces taxons. Voilà, je ne peux pas donner tous les usages possibles, mais je les vois de manière presque indéfinie en fait, sachant que ça peut être aussi utile pour le citoyen lambda. Alors peut-être que le site aujourd'hui, il n'est pas encore très très grand public quand même, on parle de taxons, on parle de fournisseurs, c'est peut-être pas forcément des termes qui sont très simples dans première approche, mais on peut envisager que ça soit utilisé, de toute façon ça va être utilisé dans le cadre du SIB et notamment dans le cadre de Nature France avec par exemple la biodiversité près de chez vous, des choses comme ça. Et alors, les ABC, oui, la question de Franck, oui, les ABC, la remontée des données est privilégiée au niveau régional, oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que du coup, les données ne peuvent pas être rendues accessibles au niveau national, loin de là.
Et donc la question aussi d'échange de données entre les différents producteurs, alors qu'en fait, si tout remonte au SINP, tout le monde a accès à tout. Est-ce que c'est encore justifié que les producteurs signent des conventions d'échange de données entre eux? Là, je ne sais pas si c'est à toi de répondre, mais question de Ludovic Lestra. Alors, au niveau national, en fait, on ne conventionne pas forcément pour de l'échange de données. D'ailleurs, on ne conventionne pas vraiment pour de l'échange de données. On va conventionner sur… enfin, ça dépend, en fait, d'ailleurs, de quel type de convention on parle. Mais quand il y a autre chose, par exemple, de la validation, de l'indicateur, de la plus-value, un ouvrage, un atlas ou quelque chose comme ça. Mais sinon, pour s'échanger de la donnée, dans l'absolu, il n'y a pas forcément besoin de convention. Ça dépend dans quel dispositif ça s'inscrit, en fait. Mais du coup, on peut avoir des livraisons volontaires, donc qui se font sans qu'il y ait une obligation particulière de transmettre les données. Puis après, ça peut être inscrit dans le cadre d'une convention de subvention. Ça peut devoir être transmis dans le cadre de l'intérêt général de la transmission de ces données. Et après, ça peut être aussi obligatoire. Hein. Dans le cadre du dépôt légal, c'est un dépôt obligatoire. Donc, en fait, il y a plein de cas de figure, mais en principe, non. Un dépôt, donc pour alimenter OpenOps, il y a plusieurs manières de le faire, par les plateformes régionales, par des outils nationaux. Les outils nationaux sont ouverts sans qu'il y ait de convention. On parlait d'INPN espèce tout à l'heure. Le citoyen peut transmettre une donnée et il ne conventionne pas avec nous. Bon. Et l'idée, c'est d'éviter les doublons, effectivement, donc les doubles C'est ça. alimentations d'outils, on est d'accord. Donc, on se rapproche de la synthèse, s'il n'y a pas d'autres remarques sur cette dernière présentation. Ok, c'est plus une remarque qu'une question, effectivement, de pouvoir filtrer les périmètres de mise en œuvre des politiques. Oui, mais tout à fait. En cours aussi de réflexion, sachant que vous pouvez regarder sur les portails internationaux, notamment au niveau de l'Angleterre et de l'Australie, ils ont développé, il y a un module qui est existant dans le cadre de cette communauté Living Atlasis qui s'appelle portail cartographique et qui permet de charger donc des layers, en fait, des couches existantes et de faire des croisements ou de charger ses propres couches. Donc, c'est assez prometteur comme outil et ça pourrait être implémenté dans le cadre d'OpenOps, donc avec des croisements. Donc, maintenant, il faut faire attention aussi à la connexion entre les différents projets, parce qu'on a aussi Bob, boîte à outils biodiversité, qui répond aussi à un certain nombre de ces demandes. Donc, voilà, à réfléchir. Mais oui, c'est intéressant. Ok, je vais reprendre la main. Donc, merci. J'ai supprimé. Encore des questions sur le Darwin Core, effectivement. Je pense que tu pourras répondre dans le chat, puisque là, donc, je vais tenter de faire une petite synthèse des 3 présentations, pour ceux qui n'ont pas forcément participé aux 3 présentations, et de vous donc remonter en fait les points clés que j'ai identifiés moi dans ces 3 présentations, donc qui étaient toutes donc sur des outils très transversaux en fait pour la biodiversité, que ça soit donc sur l'acquisition, sur les outils et le partage des connaissances, et puis sur la façon de diffuser ces connaissances. Et moi, ce que je retiens de ces 3 présentations, vraiment je trouve un élément qui ressort, c'est l'importance en fait d'avoir vraiment un langage commun, donc des référentiels, mais aussi un vocabulaire partagé, donc entre tous les acteurs de cette biodiversité, si on veut se comprendre et pouvoir travailler ensemble. Donc, puisque le 2e point, effectivement, c'est de vraiment travailler ensemble, donc arriver à mettre en place donc les différentes gouvernances, les différentes interactions qui sont nécessaires pour que chacun ait l'information pour pouvoir avancer sur son sujet sans faire de doublons, sans comment dire, que ça corresponde donc à un bon partage en fait des compétences et des rôles. Et donc là, c'est effectivement vraiment le rôle des systèmes d'information fédérateurs de coordonner en fait toutes ces initiatives,
toutes ces personnes qui travaillent sur les mêmes sujets, donc au sein de comités et d'outils qui vont permettre d'échanger. Donc il y a l'aspect gouvernance, il y a l'aspect effectivement mise en place d'outils communs donc pour mieux travailler, donc mutualisation aussi. Je pense que c'est un mot important de ces présentations. Comment mieux réutiliser en fait les différents outils et les différentes bases de données. C'est ce qui a été surtout évoqué dans le deuxième point. Comment partager notamment entre le terrestre et le marin des savoir-faire, des expériences, même si les contextes sont différents, les méthodes sont différentes, quand même pouvoir échanger et vraiment bénéficier en fait de bonnes pratiques ensemble. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous aussi, des éléments vraiment à retenir en fait de ces 3 présentations qui était orienté sur la contribution au SI biodiversité. Dans quelle manière donc, ces présentations permettent de mieux voir comment le SIB va pouvoir se constituer. Je vois qu'il y a des nouveaux messages. Ah, un lexique, effectivement, pour tous les termes et acronymes. Donc, chaque SI métier a un petit peu les siens. Bon, il y a des lexiques, je pense aussi au niveau des systèmes d'information fédérateurs. Le SINP doit avoir le sien, j'imagine. On cherche à faire un glossaire déjà commun. Oui. Donc SIMM, SIB et SIE. Oui, au moins sur les terminologies. Ouais, mais là, c'était donc un glossaire plus grand public, celui-ci, puisque c'est un glossaire pour les différents portails. Après, pour les gens qui sont vraiment au cœur de l'action, il y a peut-être besoin de lexique plus technique. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là. Oui, le langage commun, effectivement, ça passe par les référentiels, mais aussi par partager le même vocabulaire. On l'a vu effectivement sur la coordination inter-SI. Il y en a qui parlent de banques de données, d'autres de bases de données, d'autres de portails, d'autres de sites. Et en fait, tout ça, on a décidé de l'appeler application. Comme ça vous a été présenté ce matin, on ne parle plus que d'application. Dans la cartographie, en tout cas, qui a été présentée, on ne parle plus que d'application. C'est plus simple, ça regroupe tous ces termes qui étaient différents entre les acteurs. Alors, je vois qu'il est 25 en fait, s'il n'y a pas de commentaires autres, je crois qu'il est temps de rentrer en plénière. Et je remercie tous les participants. Effectivement, il y avait beaucoup de questions sur OpenOps qui débordaient peut-être un petit peu du contexte purement OpenOps et qui étaient plus globaux sur tout le SINP. Et donc, nous tenterons d'y répondre de toute façon. Soit demain, dans les échanges plus thématiques, soit donc individuellement. Eh bien, bonne fin de journée à tous et puis à tout de suite en plénière.